Et donc, je suis très heureux, à l'invitation d'Arnaud Benedetti, de prendre un moment avec vous pour échanger avec Henri Guénaud et Kamel Daoud sur le thème qui va nous intéresser pendant cette heure, à savoir la construction de l'intérêt général. Voilà, je vois que les dernières personnes qui nous rejoignent sont en train de s'asseoir. Alors, l'intérêt général. Arnaud, je te remercie. Tu m'as mis entre les mains un sujet assez vaste, on peut le dire. J'ai retrouvé cette phrase de Tolstoï, je crois que c'est dans Anna Karénine, qui résume un petit peu la tâche qui nous attend à présent. Tolstoï dit: la tâche essentielle de la philosophie de tous les siècles consiste précisément à trouver le lien nécessaire qui existe entre l'intérêt général et l'intérêt particulier. Nous avons donc à peu près 3/4 d'heure pour nous atteler à une tâche qui a intéressé les philosophes depuis la nuit des temps. J'espère que vous êtes en forme. Alors, je vais vous peut-être simplement dire quelques mots pour situer un peu le ton que j'aimerais donner à cette conversation, puis ensuite je laisserai évidemment nos deux invités en discuter. Donc l'intérêt général, au fond, c'est ce que j'ai essayé de vous dire à l'instant. On n'a évidemment pas fini d'en parler, et peut-être même le seul fait de le définir nous prendrait tous les week-ends jusqu'à Noël. Simplement, on peut déjà noter le glissement sémantique qui s'est opéré dans la pensée occidentale à compter du moment où on a cessé de parler de bien commun pour parler d'intérêt général. Le bien commun que Aristote, Platon, plus tard saint Thomas d'Aquin avaient longuement essayé d'appréhender, définir comme étant au fond ce qui gouvernait la vie de la cité. Le bien commun est donc devenu un intérêt général. Le bien est devenu un intérêt. Déjà, ce glissement sémantique pourrait retenir notre attention. Est-ce que l'intérêt, c'est équivalent au bien? Pas nécessairement. C'est peut-être la trace aussi d'une entrée dans la modernité, dans une vision peut-être plus matérialiste de ce qui est au fond l'objectif de la cité politique. Et le commun est devenu le général. Et on n'aura peut-être pas fini de gloser sur ce que ça signifie au fond de peut-être l'affaissement de l'idéal de la communauté, ou au contraire son dépassement par la recherche donc, d'une poursuite d'un intérêt peut-être plus ajusté à la mesure de ce qu'une cité humaine est capable de produire. Alors, la discussion que nous allons avoir, évidemment, s'ancre dans un contexte que vous connaissez bien, qui est celui probablement d'un morcellement, d'une fracturation de la communauté nationale en autant de chapelles ou de petites communautés qui, chacune, portent leurs intérêts particuliers. Et donc la première difficulté qui nous saisit lorsque on aborde la question de l'intérêt général est de savoir peut-être s'il est encore possible ou pensable à l'heure où on a l'impression que ce sont plutôt ces sommes d'intérêts particuliers qui semblent gouverner la vie de la cité. On a, pendant la conférence précédente, on a bien vu comment est-ce que justement tous les groupes de pression, ceux qui ont été abordés et ceux qui ont peut-être été aussi un peu moins abordés pendant cet échange et qui ont été rappelés utilement pendant la discussion avec le public, c'est-à-dire aussi les groupes de pression communautaires, religieux, associatifs, viennent, utilement sans doute, mais viennent proposer aux politiques la prise en compte de tel ou tel intérêt particulier. Le politique doit composer avec tout cela et essayer tant bien que mal de les détricoter, de les assembler pour proposer des solutions qui servent l'intérêt général. Et dans ce contexte, je m'appuie aussi sur la réflexion qu'a eue Chantal Delsol, vous savez, dans ce livre qu'elle a écrit récemment sur le crépuscule de l'universel, au fond, la fin de cette grande idée que la communauté universelle est possible et réalisable et que la politique vient la servir. On peut se demander si donc finalement le règne de l'empire du particulier ne nous condamne pas à avoir une vie politique qui finalement vit en dessous de ses ambitions, en dessous donc de cette grande idée de l'intérêt général. Alors à mes côtés, pour échanger sur ce thème, donc nous avons l'écrivain Kamel Daoud. Kamel, vous êtes écrivain, journaliste, vous êtes devenu français récemment, en 2020 je crois, mais vous êtes français depuis toujours, et vous avez porté la France chevillée au cœur, vous l'avez servi peut-être mieux quiconque de la plus belle des manières qui soit, c'est-à-dire par les lettres. Vous avez notamment reçu le prix Goncourt en 2015 pour votre roman qui s'appelle Meursault contre enquête et qui est aussi, entre autres choses, un très bel hommage à Albert Camus. Alors vous êtes né en Algérie, vous êtes entré
ensuite au quotidien d'Oran, et depuis vous avez collaboré avec de très nombreux journaux, le New York Times, le Monde des religions, vous êtes chroniqueur au Point, on vous lit de temps en temps dans les pages de mon journal préféré, évidemment, le Figaro. Et en France, vous nous aidez à percevoir aussi les mutations du monde arabo-musulman que vous nous rendez peut-être un peu plus proches, notamment avec vos analyses sur la place que prend le religieux dans la vie politique, en particulier au Maghreb. C'est pour cette raison et c'est pour ces analyses que vous avez été régulièrement, que vous êtes encore la cible de menaces de mort. Et vous êtes au fond l'un des visages les plus zélés de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression. Et nous vous remercions tous pour cela, cette liberté que nous chérissons et que nous venons un peu vous demander aussi lors de cet échange. Nous allons vous demander de l'exercer un petit peu avec nous. À vos côtés, donc, pour en discuter, Henri Guénaud. Henri, vous êtes aussi un très grand serviteur de la France. Et si Kamel Daoud l'a d'abord servi par les lettres, vous l'avez commencé à la servir par les chiffres, puisque vous avez été haut fonctionnaire, vous avez été à la tête du commissariat général au plan. Mais enfin, qui peut plus, peut le moins, vous n'avez pas seulement servi la France par les chiffres, vous êtes aussi une très grande plume. Vous avez été celle de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, vous l'avez suivi en 2007, et vous avez écrit un certain nombre de ses discours. Politiquement, vous aviez fait vos armes auprès de Philippe Séguin. C'est en vous ensuite qui avez inspiré à Jacques Chirac la campagne sur la fracture sociale, ce qui a peut-être suffi pour que dans le jeu médiatique où on aime bien les étiquettes, on vous colle celle de gaulliste social. Vous êtes aussi souverainiste et vous êtes notoirement opposé au traité de Maastricht puis au référendum de 2005. Je ne sais pas ce que l'on peut dire d'autre, à part peut-être qu'on a le plaisir de vous lire aussi régulièrement dans le Figaro. Alors, comme il se doit, je vais vous laisser maintenant un petit instant à chacun. On va commencer peut-être, Kamel Daoud, par vous, si vous voulez bien. Dans ce propos liminaire, je vais vous demander d'abord d'essayer d'approcher un petit peu la définition que vous aimeriez apporter à la notion d'intérêt général, et puis, s'il vous plaît aussi, de nous dire comment est-ce qu'elle peut se poser différemment, ou au contraire de manière peut-être plus proche que l'on le soupçonne, en Algérie et en France, puisque vous avez ces deux regards. D'accord. Alors bonjour, merci pour votre écoute. Ce genre de débat, j'aurais voulu l'écouter plutôt qu'y participer. Pour être sincère, c'est un peu à la fois hors de mon domaine de compétence. C'est un objet juridique, c'est un objet d'exercice politique, mais très proche aussi pour moi. Vous posez la question sur ces notions, ces concepts. Vous avez dit que Tolstoï avait plus ou moins défini cette réflexion millénaire de la philosophie sur l'intérêt général. Il faut rappeler aussi que c'est la réflexion immédiate de toutes les dictatures de l'autre côté. C'est-à-dire c'est un débat qui dure encore et on est toujours dans la définition qui est revisitée par chaque dictateur, par chaque putsch, par chaque homme qui prend le pouvoir dans nos territoires au sud et qui définit justement l'intérêt général. Donc pour revenir à votre question sur quelles sont les différences, alors elles sont immenses. La France reste un pays d'institutions, c'est un pays d'histoire. C'est un pays qui a sécularisé ses institutions, son intérêt commun, qu'il a défini, redéfini de par les siècles. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Mais de l'autre côté, par exemple, pour l'Algérie, c'est à la fois proche et différent. Proche parce qu'on est toujours dans une redéfinition perpétuelle de ce qu'est le bien commun et de ce qu'est l'intérêt général. La différence est qui le définit. Dans des pays autoritaires, c'est le plus fort qui le définit. Ce n'est pas la force de la loi, c'est la loi de la force qui définit le... Il y a une autre mystique qui s'ajoute et qui est totalement inconnue en France. Dans les pays décolonisés, à mon humble avis, en tant que citoyen de ces pays-là, l'intérêt général est contaminé par une mystique de la décolonisation. C'est celui qui a décolonisé qui définit l'intérêt général. Et il y a une mystique quasiment féodale de l'appropriation. Ce pays, je l'ai libéré, donc il est à moi. Et c'est tout l'enjeu des démocraties avortées dans nos pays, c'est qu'on est face à des gens qui vous répètent tout le temps « je sais mieux votre intérêt que vous-même ». Je le sais beaucoup mieux parce que ce pays, j'en suis l'aîné, j'en suis pas le cadet. Ce pays, je l'ai libéré, donc il est à moi. Et c'est au nom de l'intérêt général qu'on peut à la fois exercer la plus belle des démocraties et la plus terrible des dictatures. Parce que, encore une fois, cela revient à qui définit cet intérêt général et au nom de quoi. Et je pense que les différences sont là et les points communs sont là. En France, vous êtes en démocratie. Vous l'oubliez souvent et c'est encore un luxe de la démocratie. Mais l'intérêt général est là, contesté, remis en question, redéfini, mais il est là. En Algérie, en Tunisie, au Maroc, dans le monde que vous appelez arabe, l'intérêt général n'est pas défini. On est des pays jeunes où on est encore dans la logique du butin
plutôt que du bien commun. On est dans la logique de la force plutôt que de l'intérêt commun. On est dans l'exercice du pouvoir plutôt que dans le consensus de l'État et des intérêts de tout un chacun. Nous n'avons pas encore inventé l'individu pour pouvoir inventer l'intérêt commun. Nous en sommes au butin pour le moment. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu clairement à votre question. Si, et vous soulignez aussi, avec cette mise en perspective, la chance qu'on a déjà de pouvoir avoir ce débat aujourd'hui, et dans un pays dont on n'arrête pas de dire que le débat public s'y dégrade, que la conversation civique y est quasiment impossible. Au fond, vous nous rappelez la chance qu'on a de pouvoir malgré tout avoir cette conversation ce matin. Henri Guénaud, l'exercice est le même. Je vous propose en quelques minutes, j'insiste sur les quelques minutes, parce que beaucoup de gens sont venus me voir inquiets hier soir en me disant: vous avez Henri Guénaud avec vous, s'il vous plaît, essayez de faire en sorte que ce ne soit pas trop bavard, sinon on ne pourra jamais déjeuner. Non, mais je peux m'arrêter là aussi. Hein. Non, on va vous écouter avec plaisir, nous apporter peut-être la définition, l'approche que vous avez de l'intérêt général, et puis bien peut-être nous dire aussi comment est-ce qu'on l'envisage lorsqu'on est à l'Élysée, vous avez été à l'Élysée, ou lorsque l'on est à la tête de grandes administrations, comment est-ce que cette question se manifeste? Vous voyez, la difficulté du débat public, c'est que dès lors qu'on parle plus de 5 minutes, les gens qui sont les plus à même d'écouter et qui se classent dans les élites, dans les gens qui pensent, etc., n'écoutent plus rien. Donc si personne n'écoute personne, et si personne n'accepte de réfléchir, et de réfléchir ensemble, c'est pas la peine de faire des débats de ce genre. Je veux dire que c'est pas la peine de parler de la politique, c'est pas la peine de parler de l'intérêt général. Voilà, je me faisais cette réflexion hier sur une autre table ronde, dire, mais on n'arrive jamais rien à construire intellectuellement ensemble, ne serait-ce qu'un début de réflexion. Alors on fait un constat, puis c'est déjà fini. Ah ben oui, mais vous comprenez, il faut aller déjeuner. C'est vrai, il faut aller déjeuner. Moi, je suis le premier à avoir envie de déjeuner à l'heure et de me sustenter, voilà, bien manger. Mais on n'en sort pas. Voilà, je ferme cette parenthèse que je décompte de mon temps de parole et je reviens à l'intérêt général. Le drame du débat public, c'est qu'il n'a plus de fondation. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas d'aller en amont de ce que sont les programmes politiques, ce que sont les politiques concrètes. On ne réfléchit plus au fondement de nos oppositions, de nos convergences, de toutes nos discussions, en fait. Et il faudrait peut-être d'abord se débarrasser de cette mauvaise habitude qui consiste à vouloir toujours tout définir. Alors ça va choquer sans doute beaucoup d'entre vous. Et pour vous faire sentir parce qu'il y a des choses qui s'expliquent, qui se comprennent, puis d'autres qui se sentent, pour faire sentir ce que je veux dire, je vais me permettre de citer une phrase que moi j'ai toujours trouvée absolument extraordinaire, qui est une phrase de Saint Augustin. Saint Augustin dit: si vous me demandez ce qu'est le temps, je sais ce que c'est. Si vous me demandez de l'expliquer, je ne sais pas. Bien, l'intérêt général, c'est pareil. Ça fait partie de tous ces mots dont nous savons à peu près ce qu'ils veulent dire. Et au fond, malgré toutes nos divergences, nous sommes assez d'accord sur ce que c'est, sur ce qu'ils désignent, mais que nous ne pouvons pas définir. Admettons que nous faisions aujourd'hui une table ronde sur l'État. Mais essayez donc de définir l'État pour commencer. Il y a des bibliothèques entières, des kilomètres de rayons qui définissent l'État sans qu'aucune définition n'en soit satisfaisante. Essayez de faire une table ronde sur l'amour. Là, tout le monde a une idée au fond de ce que ça veut dire et qui est partagée à peu près par toute l'humanité, mais essayez donc de le définir avant de commencer le débat. Voilà, on peut faire la même chose sur la justice avec une majuscule, la vérité avec une majuscule. Vous n'y arriverez pas et pourtant vous ne pouvez pas vous passer de discuter de ces choses-là, enfin de ce que désignent ces mots-là. Bien, l'intérêt général, c'est exactement, fait partie de cette catégorie de mots. L'intérêt général, c'est une idée ou un concept qui est dans le ciel platonicien des idées. Et notre grande difficulté, comme toujours avec tous ces mots, avec tous ces concepts, avec ces idées qui sont dans le ciel des idées, c'est l'aller-retour entre le ciel et la terre. C'est que comment ça descend sur le sol, comment ça passe, si on prend Saint Augustin, de la cité de Dieu à la cité terrestre. Et là se pose la question politique, qui est la conséquence au moins d'une réflexion philosophique. Alors je vais vous donner un exemple
dans l'actualité politique des dernières années. Vous vous souvenez qu'après les Gilets jaunes, le président de la République s'est dit « j'ai trouvé la martingale, on va faire un grand débat », alors type cahier de doléances d'avant la Révolution, sauf que les cahiers de doléances avant la Révolution, en fait, ils étaient écrits par le lettré du village ou de la paroisse, et tous ces lettrés étaient imprégnés de la philosophie des Lumières, et ils structuraient les commentaires, les revendications de tous ceux qui venaient contribuer à ces cahiers de doléances. C'est eux qui les écrivaient et c'est eux qui les structuraient. Là, on a fait moderne, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus les lettrés, d'ailleurs on chercherait les lettrés, un aussi grand nombre de lettrés imprégnés de l'esprit des Lumières, vainement aujourd'hui, donc vous contribuez, alors on envoie des contributions, il y a des milliers de contributions, puis après on prend un algorithme qui fait de l'analyse sémantique, puis on regarde, on fait passer sur tout ça, et on dit tel mot a été prononcé tant de fois, telle phrase a été prononcée tant de fois, et on en tire ce que les gens pensent. C'est-à-dire qu'un économiste dirait qu'à partir de toutes les préférences individuelles qui se sont exprimées, eh bien, on construit grâce au miracle de l'intelligence artificielle et des algorithmes, on construit une fonction de préférence collective. Seulement, voilà, le hic de cette histoire, c'est que c'est quelque chose qu'on n'enseigne plus beaucoup. Il y a une cinquantaine d'années, un petit peu plus, un économiste qui était un logicien à l'origine, s'appelle John Kenneth Arrow, qui a eu le prix Nobel d'économie dans les années 70, a démontré logiquement qu'il était impossible, à partir des préférences individuelles, de construire une fonction d'utilité collective. La fonction d'utilité collective n'étant rien d'autre pour l'économiste que ce que nous appelons ce matin l'intérêt général. C'est impossible, ça s'est appelé le théorème d'impossibilité d'Arrow. Je n'ai pas souvenir qu'on ait démontré que la moindre faille dans sa démonstration. Et Arrow dit, voilà, si on ne force pas les gens à classer leurs préférences, s'il n'y a pas ou un dictateur ou un arbitre, eh bien, il y a une impossibilité de passer directement des fonctions individuelles, donc des préférences individuelles, de l'idée que se font chaque individu de l'intérêt, et même de l'intérêt général, à un intérêt général défini collectivement sur lequel il peut y avoir un consensus. Donc, en réalité, c'est une tâche impossible. Et cette histoire de grand débat et ce qu'on en a tiré était au fond, alors j'ose pas dire une escroquerie intellectuelle, mais au moins une erreur intellectuelle majeure. Et le problème, c'est qu'on en a fait un guide de politique. C'est-à-dire on a appuyé une politique là-dessus en disant, ben voilà, ça c'est l'intérêt général. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, c'est que cette idée d'intérêt général, si on sort de cette absurdité qui consiste à penser qu'on peut le construire à partir de ce que chacun d'entre vous pense, la notion d'intérêt général, elle a une dimension de transcendance. Voilà, c'est-à-dire quelque chose qui est absolument, qui est pas, alors c'est comme l'intérêt général, c'est indéfinissable la transcendance, mais comme ça fait plus de 2000 ans que nous en faisons l'expérience, en tout cas que nous en avons fait l'expérience quotidienne, d'abord à travers la religion, puis ensuite cette idée de transcendance, elle s'est répandue dans beaucoup de domaines, y compris dans le domaine scientifique. Hein, après tout, la grande révolution scientifique de la Renaissance, c'est une révolution platonicienne. Voilà, donc on ne peut pas séparer cette idée de sa dimension transcendante. Alors, quand on appelait ça les universaux transcendants, mais c'est très important de toujours garder cela à l'esprit, parce que ça nous renvoie non à une technique, mais à une pensée et à une croyance personnelle. Ça nous renvoie à une dimension morale et intellectuelle qui doit être présente dans ceux qui vont être chargés à la fois de définir et de mettre en œuvre l'intérêt général. Cette table ronde, au fond, ce débat, c'est la suite du précédent. Et ça, c'était quelque chose, tout ce qui a été dit était très intéressant. Et c'était, pour moi, le chaînon manquant, c'était précisément
cette question qui se pose à la politique, qui ne peut pas être résolue ni par la technique ou l'intelligence artificielle, ni par les institutions et les mécanismes de régulation, mais qui ne trouve de solution que dans la conscience de ceux qui sont chargés de gouverner les peuples. C'est à la fin des fins, c'est dans la tête de ceux qui gouvernent et dans la tête de ceux qui sont gouvernés que se trouve la solution. Alors, ce n'est pas satisfaisant, hein, on ne peut pas appuyer sur un bouton, on ne peut pas... mais c'est ainsi, c'est une question qui est... c'est une problématique qui est incontournable. Voilà, le drame de nos démocraties occidentales, c'est que pour la première fois dans l'histoire, une partie des élites, alors toutes sortes, hein, économiques, politiques, médiatiques, académiques, etc., en est arrivé à considérer, non pas simplement que devait prendre parti sur une forme particulière de l'intérêt général, mais que l'intérêt général n'existait pas. C'est une révolution politique de même ordre que dans le domaine religieux, l'idée que Dieu n'existe pas. Là est le point absolument essentiel, à mon sens, pour comprendre cette crise. Car si vous pensez, indépendamment du contenu que vous lui donnez, que l'intérêt général lui-même n'existe pas, vous n'agissez plus du tout de la même manière. Moi, je suis resté auprès d'un président de la République pendant 5 ans, auquel on peut trouver tous les défauts de la Terre. Mais je ne l'ai jamais vu. Et je se dire, je prends cette mesure, je n'en veux pas parce qu'elle est de gauche, par exemple. Celle-là, je la prends parce qu'elle est de droite. Ça, c'est la négation de l'intérêt général. C'est-à-dire, je fais prévaloir autre chose, hein, ou bien parce qu'elle sert tel intérêt et pas tel autre. Ne pas se poser cette question, mais se poser simplement la question de savoir si c'est conforme à l'idée au moins que le décideur se fait de l'intérêt général, elle est cruciale. Elle est cruciale pour la politique. Et la disparition, pour une partie, encore une fois, de l'opinion éclairée, la disparition, l'enterrement de l'idée même d'intérêt général, elle est au cœur de la crise de la politique et de la démocratie, parce que s'il n'y a pas d'intérêt général, encore une fois, qu'il soit bien ou mal défini, qu'il soit démocratique, totalitaire, libéral, s'il n'y en a pas du tout, il n'y a plus de politique. Et nous vivons dans un moment où, nous vivons peut-être la fin d'ailleurs de l'idéologie désastreuse de la dépolitisation totale de l'économie et de la société. Il n'y a plus que de la régulation. Et on voit le résultat. Le résultat, c'est que nous traversons la plus grande crise de la démocratie dans les pays occidentaux depuis l'entre-deux-guerres. Voilà ce que je voulais dire en introduction. C'est une réflexion dont on ne peut pas se passer si on veut avancer sur ce sujet, quelle que soit la conclusion qu'on en tire. Merci Henri Guénaud. Ce que vous avez dit à propos du théorème d'impossibilité d'Arrow, je l'ai appris probablement comme tous ceux qui ont fait des cours d'économie en arrivant à l'université. Je crois que je l'avais déjà un peu compris, vous savez, quand on regarde le film Bruce Tout-Puissant et qu'on se rend compte que même en étant Dieu, on ne peut pas satisfaire à la fois le sportif qui prie pour gagner un match et son adversaire qui prie pour la même chose. Mais je crois que c'est la même idée exprimée un peu différemment. Je voulais rebondir sur ce que vous nous dites à propos de la crise de la démocratie, parce que vous avez évoqué avec le grand débat cette capacité aujourd'hui qu'ont ceux qui nous gouvernent à l'heure où on se parle à chercher de nouveaux outils démocratiques, justement comme une manière de répondre à cette crise de la démocratie que vous avez évoquée et qui se traduit élection après élection par l'indifférence grandissante d'une partie des électeurs, notamment à travers l'abstention. On a essayé de trouver des réponses qui ont été souvent assez mal accueillies par la presse et les commentateurs. On a dit que c'était des gadgets ou des manières de relancer un quinquennat qui s'enfonçait justement dans cette indifférence croissante. Malgré tout, il y a cet effort-là qui est fait, alors à travers le grand débat, à travers les conventions citoyennes qui partent du principe qu'un petit groupe de citoyens éclairés, c'est-à-dire instruits pendant des mois par les meilleurs spécialistes d'un sujet, peuvent être à même de prendre les délibérations les meilleures possibles pour l'ensemble de la collectivité.
Qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore? On a eu toutes ces grandes conférences, ministère par ministère, le Beauvau de ceci, le Grenelle de cela, le Ségur de machin, pour essayer bien de mettre cette fois-ci tous les acteurs d'une filière ou d'un sujet de politique publique aux prises avec les défis qui se posent. Bon, chacune de ces initiatives a été une façon. Il m'en manque un. Et l'an dernier, c'était les ou la convention, voilà, la grande idée d'Emmanuel Macron l'an dernier pour le CNR, le Conseil national de la refondation, pour relancer de nouveau son second quinquennat. Bon, chacune de ces initiatives institutionnelles était une manière d'essayer de réparer une démocratie malade. Alors Kamel Daoul, il y a deux questions que je vous pose à travers ça. La première, c'est est-ce que la démocratie française vous paraît effectivement malade et en crise? Et est-ce que la réponse à ceci doit être un contournement ou un dépassement des solutions institutionnelles actuelles? Ou est-ce que c'est simplement qu'il faudrait approfondir des outils politiques qui sont déjà à notre disposition, la vie parlementaire, la vie politique dans son ensemble, et qui seraient aujourd'hui abîmés ou insuffisamment employés? Écoutez, allez-y. J'ai toujours rêvé de faire un métier qui n'existe pas. C'est un métier qu'on peut qualifier d'occidentalisme. Vous savez, le pendant de l'orientalisme. C'est-à-dire débarquer en France, observer les Français, leur mythologie, leur topographie mentale, faire la cartographie de leurs sentiments, de leurs affects politiques, etc. Et j'ai toujours rêvé d'écrire une sorte de pendant aux lettres persanes, mais vu dans l'autre sens. La démocratie, c'est un spectacle pour nous quand on vient du Sud. Et vous avez le droit d'en douter. D'ailleurs, je remarque qu'être un intellectuel en France, c'est raffiner le déclinisme. C'est-à-dire, il y a une concurrence pour définir le déclin de la France que l'on croit être la vocation première de l'intellectuel français, alors qu'il s'agit de penser comment se relever plutôt que de penser comment on est tombé par terre. Et c'est assez extraordinaire. Il y a une sorte de vocation de martyr ou une concurrence autour d'une sorte de pathologie nationale. C'est fascinant. C'est fascinant. La deuxième des choses, c'est à la fois une phrase qui est politiquement très incorrecte, mais que nous pensons au Sud. Est-ce que trop de démocratie ne tue-t-elle pas, enfin, est-ce que trop de démocratie ne tue pas la démocratie? Est-ce qu'il n'y a pas une précarité de la démocratie qui fait que, comme me disait une amie tunisienne, la démocratie ne sait pas se défendre? Donc, arriver ici et juger de la démocratie française, c'est à la fois un exercice périlleux pour quelqu'un d'étranger. On ne peut pas échapper à l'enthousiasme, à la déception, à un peu de sentiment, je ne dirais pas de mépris, mais de mépris pour ceux-là même qui ont le mépris de leur propre démocratie. Donc on est dans ça. Je suis quelqu'un d'exotique, j'arrive avec peut-être un savoir profond sur le coût des choses. Qu'est-ce que coûte la liberté? Qu'est-ce que peut apporter l'État? Donc c'est très difficile pour moi de juger de la démocratie française, comment elle avance et comment elle doute d'elle-même et comment à la fois il s'agit de la remettre en question, comment elle est à la fois le domaine du possible, le domaine du consensus, mais aussi le domaine de la faiblesse, et les propagandes islamistes qui vous attaquent de partout l'ont très très bien compris. Comment cette démocratie se construit sur la culpabilité et la culpabilisation à la fois de ce qui vient d'ailleurs et de ce qui vit ici. Donc tout ça, c'est un peu à la fois clair et confus pour quelqu'un qui exerce de l'exotisme, de l'occidentalisme français. Tout ça pour essayer de trouver une bonne réponse à votre question qui est très vaste. Je pense aussi que vous avez posé la question sur qu'est-ce qu'on peut faire de plus, quels sont les instruments pour le faire, etc. Vous avez un pays où il y a une possibilité de débat. C'est un peu primaire de le rappeler, c'est un peu banal, mais c'est un pays qui permet le débat. D'une manière ou d'une autre, à une époque où le débat justement est dévidé quelque part, il est remis en question. Est-ce que vous parlez depuis tout à l'heure de l'intérêt général, du bien commun, ou bien de l'impossibilité d'un consensus français de la majorité sur un intérêt commun aussi? Donc, je n'arrive pas très bien à comprendre cette fluctuation des concepts entre intérêt commun, intérêt public, consensus politique, etc. Oui, bien sûr. Pour répondre juste sur ce point, l'intérêt général, la conscience qu'il existe un intérêt général, c'est-à-dire à la fois pour les politiques et pour les citoyens, c'est la conscience qu'il existe quelque chose qui est plus grand que soi-même et auquel on est prêt à sacrifier quelque chose.
Sinon, c'est le règne des intérêts particuliers qui est consubstantiel à la nature humaine, mais qui ne permet pas de construire une vie en société, a fortiori une vie nationale, et même une civilisation. Bon. Donc, il est l'existence, la reconnaissance qu'il existe l'intérêt général, alors appelé l'intérêt général, bien commun, je ne peux pas rentrer dans ce débat, le seul fait de savoir qu'il existe et d'accepter son existence, ce que certains historiens qui ont beaucoup travaillé sur la cité grecque appellent l'esprit invisible de la cité, c'est la condition c'est la condition à laquelle peut exister une loi de la majorité, peut exister une démocratie, peut exister même un consensus, mais le consensus n'est pas la clé de la démocratie. La clé de la démocratie, c'est la loi de la majorité, parce qu'il existe quelque chose qui fait que la minorité va accepter la loi de la majorité. Voilà. Donc, et ça s'appelle l'intérêt général, même si nous ne partageons pas les uns et les autres exactement la même définition du contenu de l'intérêt général. Et ce n'est pas décliniste que de constater simplement, et ça n'est pas vrai que pour la démocratie française, c'est vrai pour tous les pays occidentaux. Enfin, qui aurait imaginé de voir le spectacle du Capitole pris d'assaut par des milliers d'Américains? Alors on peut dire c'est la faute c'est juste la faute de Trump qui est complètement malade, mais un événement de ce genre ne se produit pas simplement parce que le président de la République, le président des États-Unis est déséquilibré. Ce spectacle-là n'est juste que la manifestation la plus évidente, la plus éclatante de la crise de nos démocraties occidentales, qui n'est pas qu'une crise de la démocratie, qui en France se double d'une crise de la République, concept ignoré au fond par nos voisins, qui est proprement française, et une crise derrière de civilisation, dans une ère de civilisation où nous nous acharnons à détruire notre propre civilisation. Et après, nous l'offrons en exemple au monde. Vous devez penser comme nous, vous devez être comme nous. Mais nous-mêmes, nous laissons s'autodétruire notre civilisation. Enfin, tout ça se tient de façon parfaitement logique. Et ne pas voir cette crise, c'est s'interdire absolument d'essayer d'infléchir le cours de l'histoire, et c'est aller tout droit à la catastrophe. Regardez, on parle de l'intérêt général, regardez monter la violence dans nos sociétés. Regardez-la, la violence physique, pas n'importe laquelle. La violence qui reflète ce qu'il y a de plus sauvage dans l'homme. Et la politique, elle a quelque chose à voir avec la nature humaine. Quand elle oublie la nature humaine, la politique ne remplit plus son rôle et elle le laisse un jour ou l'autre, elle laisse sortir, se libérer la sauvagerie qui est en chacun d'entre nous. Voilà. Et continuons comme ça, continuons à nous dire « Ah oui, quand même, finalement, on est quand même très heureux. » On peut débattre. Moi, je peux vous raconter l'histoire des débats depuis 40 ans et ce que ça coûte, et ce que ça coûte de plus en plus de prendre le droit de débattre de questions les plus fondamentales. Si vous voulez, je n'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup progressé, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup régressé dans la capacité de débattre. Alors je reconnais que si on vient d'un pays qui est soumis à une dictature, on va trouver que c'est génial, mais quand on est français et que petit à petit on se retrouve dans la situation actuelle où le moindre mot qui ne plaît pas à quelqu'un vous vaut des menaces de mort, vous dites que, ou une censure médiatique, vous dites que le débat il est pas facile, il devient même dangereux. Et tout ça vient s'ajouter à la violence générale. En fait, vous ne pouvez plus rien dire. Dès que vous dites quelque chose qui ne correspond pas au consensus d'une partie des élites intellectuelles, morales, politiques, etc., votre vie est en danger. Je suis d'accord, si je me permets de vous reprendre. On n'oublie pas que Trump a été élu. Il n'a pas été choisi par une classe. C'est une démocratie, c'est un exercice de la démocratie. Ce que je voulais vous dire, c'est que de mon point de vue modeste et naïf, et je tiens à ma naïveté en la matière, c'est que nous utilisons les mêmes mots, mais nous ne le définissons pas de la même manière. Moi, je suis un homme qui fuit l'État. Vous êtes un homme qui avait exercé l'État.
Moi, je suis un homme qui fuit l'intérêt général parce que je sais comment il est défini et par qui et par quel usage de la force il est défini. Je sais que l'équivalent de l'intérêt général, c'est l'unanimité. C'est le parti unique, c'est la pensée unique. Et ce sont des choses que je fuis, dont je ne veux pas. Pour revenir à la démocratie, c'est pour ça que je parlais de cette démocratie qui est précaire, qui est fragile, mais qu'il s'agit de ne pas précipiter dans l'abîme. Parce que dans nos pays d'origine, nous sommes dans une crise profonde, laquelle, c'est celle du rejet par l'opinion générale du modèle démocratique. Parce que les propagandes dans nos pays se construisent maintenant sur un argumentaire très simple. Voyez où mène la démocratie. Donc nous n'en voulons pas. Et quelque part, ce déclinisme occidental fait l'éloge indirect de l'autoritarisme dans le reste du monde. Je le résume souvent par une phrase qui est méchante, qui est peut-être injuste, mais vos compromissions sont nos catastrophes. Et d'une manière ou d'une autre, nous défendons les mêmes choses, pas au même prix, pas à partir du même angle, pas peut-être avec les mêmes motivations et les mêmes convictions, mais nous y sommes tous les deux. Nous souffrons de peu de démocratie, vous souffrez peut-être de trop de démocratie. Et entre les deux, il faudrait qu'on trouve quelque chose qui soit possible et d'en débattre. Juste pour préciser les choses, parce que les mots comme démocratie, en tout cas en France, finissent par être des mots valises. Il y a des divergences sur ce que signifie la démocratie, ce que signifie la République. Alors, Régis Debray avait écrit un petit livre qui était magnifique il y a quelques décennies, qui catégorisait les pensées politiques en faisant la distinction entre démocrates et républicains. En réalité, moi, je n'opposerai pas les deux, mais comment définir un démocrate ? Bien, un démocrate, c'est quelqu'un qui pense que la démocratie est un projet de société, en France, et la République un régime. Le républicain, c'est celui qui pense que la République est un projet de société et la démocratie un régime. Et le problème aujourd'hui, c'est que les deux sont en crise, même pour un républicain qui pense que la démocratie n'est au fond qu'un régime. Le régime, il est en crise. On dit, on a choisi. Je me rappelle les gens qui vous disent, vous connaissez Parcoursup là, pour envoyer pour sélectionner les débouchés pour les élèves qui sortent de l'enseignement secondaire dans les facultés. Alors on vous dit, je ne sais plus combien il y a de choix, mais vous faites 10 choix. Donc le premier, vous dites par exemple, je vais aller en médecine. Bon, et puis le 10e, c'est je vais faire de la littérature slave. Bon. Alors celui qui se retrouve en littérature slave alors qu'il voulait faire médecin, il dit, vous avez choisi. C'est votre choix. Non, c'était pas mon choix, c'était juste qu'il fallait que je remplisse la liste. Donc, en 10e position, il n'avait pas tellement envie d'aller faire de la littérature slave. Bon, il voulait faire de la médecine, ou en deuxième choix, peut-être de la pharmacie. Là, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est tout le débat entre la légitimité et la légalité. Nous avons un président de la République, ce n'est pas une offense que de le remarquer, qui a été élu par une bonne partie d'électeurs qui ne voulaient absolument pas de lui, mais qui voulaient encore moins de l'autre. Oui, mais c'est important parce que avant, dans les seconds tours, on se disait, je n'ai pas trop envie de l'autre, donc je vote pour lui, mais c'était pas un rejet viscéral. Là, on arrive parce que les gens se sentent piégés, ça fait 2 fois, ils se sentent piégés au second tour, et donc ils vont aller contre un rejet viscéral, mais ce contre un rejet viscéral ne va pas faire une adhésion, ni même une reconnaissance de légitimité. C'est la légalité, donc on va respecter la légalité, mais ce n'est pas la légitimité. C'est un vieux débat qui a pris une acuité particulière au moment de la Seconde Guerre mondiale, en tout cas pour les Français, entre la légitimité de la France libre et puis la légalité ou la pseudo-légalité de Vichy. Mais c'est un débat éternel. La légitimité exige quelque chose qui vient de celui qui subit l'autorité et non pas de celui qui l'exerce. La légitimité, elle se reconnaît comme l'autorité. Elle ne s'impose pas d'en haut. Et c'est parfaitement subjectif. Un chef est un chef, pas seulement parce qu'il a été désigné comme un chef par des procédures sur lesquelles nous
sommes mis d'accord un jour. Un général n'est pas un vrai chef, simplement parce qu'il a été désigné par ses supérieurs pour commander une armée. S'il la commande mal, c'est pareil pour vous savez, l'officier, on l'a vu en 1917, l'officier qui perd sa légitimité tout en gardant la légalité de son commandement, hein, le jour où les soldats en ont marre d'être envoyés au massacre, soit les soldats refusent de le suivre, soit il prend une balle dans le dos au moment où il sort de la tranchée. Ça, c'est la question de la légitimité. Et aujourd'hui, les responsables politiques dans notre pays, mais pas que les responsables politiques, subissent une crise de la légitimité, même quand ils ont été élus. A fortiori, quand il y a 30% de participation, parce que, comme ça a été le cas, enfin, on a eu 35% en moyenne je crois, pour les municipales, et puis pour les régionales, etc. Enfin, on voit à peu près 40% pour les législatives. La légitimité, elle en prend encore un coup, même si à la fin, on vous dit, vous êtes élu avec 60% des voix. Ouais, mais 60%, 30%, ça ne fait pas grand-chose. Voilà. Donc, c'est vraiment la crise de la légitimité de la politique, que la politique elle-même a générée, elle devient catastrophique. Si on ne la regarde pas en face, si on se dit, ah bah, tous les gens ont choisi, ils ont voté, et il n'y a pas de problème. Si, il y a un problème. Et un problème qui devient de plus en plus grave, parce que c'est un problème que nous ne résoudrons pas par des petits arrangements institutionnels, des commissions tirées au sort. Non, comme toujours dans ces crises, il n'y a pas d'autre sortie que intellectuelle et morale. Vous ne résolvez pas ce genre de problème avec des petits bidouillages institutionnels. Tout ce qu'on fait depuis des décennies pour soi-disant adapter les institutions, les moderniser, n'a fait que dérégler les institutions et qu'accroître la crise. On a fait le quinquennat qui a totalement déréglé les institutions de la Ve République. On a fait le non-cumul des mandats qui a complètement déréglé les rapports entre le local et le national. On a fait, il faut assumer les bêtises qu'on a faites, hein, mais le non-renouvellement des mandats dans la durée, le deuxième mandat du président, il est déjà presque terminé parce qu'il n'y a pas de... Et avec deux inconvénients, soit sa majorité le lâche... Si la règle avait été appliquée jusqu'au bout, on aurait pu imaginer que le second quinquennat est justement beaucoup plus libre, parce qu'il n'y a pas la nouvelle échéance électorale. Mais c'est dramatique, parce que soit il est lâché très vite par ce tour qui prépare la suite, soit n'ayant plus de contraintes de réélection, il fait ce qu'il veut. Mais dans les deux cas, c'est dramatique. Vous êtes un admirateur de Camus, moi aussi. Camus dit cette chose très juste, nous avons besoin d'une philosophie des limites. Il faut absolument que nous mettions des limites dans la tête. En l'occurrence, Henri Guénaud, il ne me semble pas, et je pense que vous serez d'accord avec moi, qu'on puisse dire que le président de la République souffre d'un manque de limites. Au contraire, on a parfois l'impression que c'est plutôt l'inverse, c'est que sa politique est entravée, et vous le savez comme moi, par tout un tas de traités juridiques au-dessus de lui qui l'empêchent de faire la politique qu'il souhaite, par une vie parlementaire qui, malgré tout, tempère aussi ce qui peut... Ça, c'est des limites institutionnelles. Je parle des limites dans la tête. Si vous voulez, quand on se réveille un matin et qu'on dit « je supprime le corps diplomatique parce que voilà, j'en ai envie », quand on se dit « oh, bah, c'est bien, l'autonomie en Corse, je suis applaudi par les gens qui sont là, c'est parfait », et les conséquences... Elle n'est pas faite, l'autonomie. Il va falloir les 3/5. Non, mais d'accord. En attendant, c'est la parole du président de la République. On peut être d'accord ou pas avec le sujet. Je crois que de plus en plus, nous sommes confrontés à l'absence, ça n'est pas propre qu'à lui, mais à cette absence de limite. La limite du pouvoir, elle n'est jamais au fond... elle n'est jamais au fond dans les institutions, elle est dans la tête de ceux qui détiennent le pouvoir. Voilà. Et c'est vrai pour tout le monde, c'est vrai aussi pour les scientifiques qui viennent à la télévision et qui vous disent ah, c'est comme ça, c'est pas autrement, si vous ne pensez pas comme moi, vous êtes un complotiste. Je dis ça devant le professeur Delfrécy s'il est toujours là, mais moi j'ai vu quelque chose d'extraordinaire pendant la pandémie. J'ai vu ce spot de santé... Pardon, c'est ma phrase. De Santé publique France. De Santé publique France. Vous vous souvenez, on voyait des gens qui discutaient à table des controverses, et puis ils se disputaient là, sur la pandémie. Et après, il y avait un grand panneau. Tous discutent, à l'exception des chiffres.
ben, c'est quand même une révolution intellectuelle et scientifique assez extraordinaire. Même en science, les chiffres se discutent. Les chiffres, ça se discute. Et le jour où les chiffres ne se discutent plus, il n'y a plus de science. Il n'y a plus rien. Enfin, voilà, c'est dire, ah ben c'est le chiffre, et comment il est fait, qu'est-ce qu'il signifie, est-ce que toutes les sources sont convergentes, etc. Enfin, je veux dire, une statistique, un chiffre, ça se décortique, ça se juge, ça se discute. Et ça, c'est un organisme public à vocation scientifique. Voilà où on en est. Enfin, donc, il n'y a plus de limite au pouvoir de personne, plus de limite au pouvoir des juges, plus de limite. Voilà, et les seules limites qu'on rencontre, ce sont effectivement les limites qu'on a mis à la politique pour dépolitiser la société et l'économie. Mais j'aimerais bien qu'elles soient dans la tête aussi de ceux qui exercent le pouvoir. Voilà. Ça, encore, il n'y a pas de solution. C'est amusant ce que vous dites sur les chiffres qu'on ne discute pas, parce que ce que disent les postulateurs de la rationalité, entendu comme effectivement une vérité absolue et indiscutable. Non, bien sûr, mais ceux qui se prétendent. Eh bien, on a un peu le pendant aussi quand vous avez quelqu'un comme Éric Zemmour qui vous dit, par exemple, le réel, ça ne se discute pas. C'est marrant, c'est les deux pendants du spectre. Mais le réel, c'est la plus grande interrogation philosophique, la moins résolue de l'Occident. Je veux dire, c'est le réel. C'est quoi le réel? Dans le monde des idées, on sait ce que c'est que le réel, mais sur Terre, on ne sait pas ce qu'est le réel. Et la science, c'est une méthode pour essayer d'approcher une vérité avec un grand V qu'on sait qu'on n'atteindra jamais. Et ce qui vaut pour les politiques vaut aussi pour les journalistes et ceux qui se posent. Quand vous faites un discours qui commence par 10 minutes d'une objectivité, la vérité c'est, la vérité c'est, la vérité c'est, ayez peur. Alors, on va bien sûr prendre un temps d'échange. Je sais que vous avez beaucoup de questions à poser à Kamel Daoud et à Henri Guénaud. Je voulais vous poser simplement avant cela, Kamel Daoud, une dernière question, parce qu'on a eu hier soir un échange qui m'a donné envie de vous faire parler d'un thème qu'on n'a pas encore eu le temps d'aborder beaucoup avec vous. C'est la façon dont la question de l'intérêt général, au fond, en Algérie, se construit. Et vous insistez sur l'importance d'une espèce de récit fondateur postcolonial, appuyé sur le ressentiment algérien contre l'Occident et singulièrement contre la France. Et au fond, c'est cette obsession postcoloniale qui permet au pouvoir en place de penser ou de donner à penser l'intérêt général. En France, peut-être qu'on souffre de l'excès inverse, c'est-à-dire à force d'avoir finalement trop peu d'ennemis ou presque d'avoir voulu sortir de l'histoire, on se rend compte aussi des difficultés qu'on a à construire la notion d'intérêt général puisqu'on n'a plus personne contre qui l'opposer. Est-ce que, malgré tout, vous pensez que, alors même si je vois bien tous les excès que vous reprocherez à la façon dont cette notion est pensée en Algérie, mais que malgré tout, pour penser l'intérêt général, il faut être aussi capable de penser la communauté dans son affirmation contre ou en face de ce qu'elle n'est pas ou de ce contre quoi elle s'oppose. Oui, absolument, absolument. Dans le cas de l'Algérie, c'est un pays qui offre un objet philosophique extraordinaire. C'est un pays dont la souveraineté est excentrée. C'est-à-dire il est défini par ce qu'il n'est pas. En Algérie, par exemple, vous prouvez à chaque occasion, à chaque rupture politique, les berbéristes sont contre les islamistes, qui sont contre les progressistes, qui sont contre les gens du Sud, qui sont contre les gens du Nord. Mais il suffit que Macron définisse qu'est-ce que c'est le couscous et tout le monde est d'accord contre lui. Et je le dis avec beaucoup d'humour, mais la réalité, c'est que nous sommes un pays, d'une manière tragique et douloureuse, qui fait souffrir beaucoup de gens, nous sommes un pays par défaut. C'est-à-dire nous avons une souveraineté affective excentrée. Nous avons une définition par défaut qui est bâtie sur une pathologie de l'altérité. Être algérien, c'est être anti-français. Et c'est à la fois la plus tragique et la plus douloureuse des définitions pour nous. Et tant que ce rapport à l'autre, parce que le reste du monde, pour nous les Algériens, est habité par des Français. Les Danois sont des Français qui ne parlent pas français. Donc, à partir de ce moment-là où l'altérité n'est pas réparée, ça veut dire que c'est le rapport à soi qui n'est pas réparé et qui n'est pas vécu d'une manière saine et heureuse. Donc l'enjeu est immense, justement, d'avoir un vis-à-vis qui définit le reste du monde. C'est pour ça qu'on me pose souvent cette question, mais pourquoi il y a tant de haine contre la France avec les générations nouvelles plutôt qu'avec les générations anciennes, alors que mécaniquement, on aurait pu penser à une sorte de domaine d'extinction de la rancune due à l'histoire douloureuse. Ce n'est pas le cas parce que, justement, c'est un aspect qui est très peu réfléchi. C'est cette vocation d'anachronisme permanent que nourrissent les ex-colonies. C'est-à-dire que le présent est accessoire et banal, souvent annulé,
à la fois par le récit national ou par le récit religieux. Et le plus important, c'est ce qui s'est passé. Et pour les gens qui viennent au monde maintenant et qui ont en face d'eux le seul récit de succès, la seule success story, c'est d'avoir porté les armes contre la France. Que voulez-vous que ces jeunes-là qui viennent et qui souffrent du syndrome le plus douloureux, c'est celui d'être né trop tard, et qui réactivent cette haine vis-à-vis de l'autre. Donc, il s'agit vraiment d'une question de douleur, de conflit de loyauté et de souffrance, et qui est souvent exportée vers la France. Ici, avec les communautés des Français d'origine maghrébine, en règle générale, je ne veux pas généraliser, mais il y a un sentiment de souffrance, un sentiment d'inachevé, un sentiment d'être né plus tard et un sentiment de dépossession vis-à-vis du réel. Et c'est ça ce qui fait que nous sommes dans cette décolonisation imaginaire qui maintenant s'étend partout en Afrique et que les Français endossent comme étant un déclin propre et qui n'est pas un déclin propre. Vous n'êtes pas seul dans l'affaire. Vous n'êtes pas seul, on est deux. Et il s'agit à la fois pour l'un et pour l'autre de rétablir cette altérité et de l'assumer. Ici, parce que vous avez une vocation catholique millénaire de culpabilisation, vous croyez que c'est votre faute, mais ce n'est pas uniquement votre faute, c'est aussi la faute de l'autre côté qui n'arrive pas à accepter l'altérité, à l'admettre, à la surmonter et à la construire pour construire une véritable indépendance. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une date d'indépendance. Il faut y ajouter une longue tradition, une émotion, une conviction personnelle pour être indépendant. Il faut faire le deuil de cette période-là pour pouvoir correspondre au présent. Et c'est pour ça que je vous parlais hier en off de cette vocation extraordinaire d'anachronisme qui se réveille et que la France endosse seule comme étant un déclin ou un stigmate de sa défaite ou de son repli ou son déclin diplomatique, alors qu'il s'agit pour moi de quelque chose de plus pathologique, de plus général, de plus profond et qui touche les deux parties à la fois. Comment être français? C'est une question que vous vous posez, vous tous. Mais pour nous, c'est comment être algérien et ne pas le définir par être anti-français. Un philosophe tunisien m'a répété cette phrase que je trouve magnifique, qui disait « Les Tunisiens veulent être des Français mais ne le peuvent pas, mais les Algériens sont des Français mais ils n'en veulent pas. » Et on est dans ce déchirement, dans ce conflit de loyauté, vis-à-vis de nous-mêmes d'abord, dans cette altérité abîmée, et qui n'est pas de votre faute, je vous rassure. Et vous savez, bien sûr, comme nous tous en France, que précisément ce sentiment postcolonial est porté par ceux qui veulent en faire, par opportunité, un petit peu le terreau fertile d'une forme de nouvelle table rase, et qui l'utilisent comme justement un prétexte pour déconstruire ce qui nous reste d'héritage historique, culturel, et que en France aujourd'hui en tout cas, certains groupes d'intérêt essaient d'exploiter ce sentiment à l'étranger pour sur la culpabilité que vous avez évoquée, construire une politique fondée sur la tyrannie des sensibilités, des ressentis individuels. Je pense que vous regardez ça d'assez près. Vous écrivez d'ailleurs de temps en temps là-dessus dans vos chroniques, et c'est un sentiment de plus en plus fort en France. Ah bah, mais tout à fait. D'ailleurs, c'est pour ça que des gens comme Erdogan savent très très bien utiliser, recourir à un discours de culpabilisation par l'histoire de la France. Il en fait usage. La France sert à tout, vous savez, et surtout à culpabiliser pour se défausser sur l'autre, de sa propre histoire. C'est ce qui fait le martyr de ce pays, c'est ce qui fait l'importance des débats qui sont en cours dans ce pays-là sur la laïcité. J'en parlais ce matin avec de nouveaux amis sur, par exemple, l'enjeu de la laïcité. D'où vient cette férocité extraordinaire de l'islamisme mondial contre la France? Les gens pensent que c'est à cause de son incarnation et sa défense perpétuelle de la laïcité. Je ne pense pas que ce soit uniquement le cas. Je pense qu'il y a quelque chose en dessous de beaucoup plus important, et je l'avais écrit à un moment, c'est que la France joue quelque chose d'extraordinaire et de terrible pour l'islamisme international. Si la France arrive à inventer un islam intégré, tempéré, extrait de l'ambition de domination politique, si elle arrive à accoucher d'un Luther musulman, vous imaginez la conséquence sur le pan-islamisme dans le reste du monde. C'est pour ça que ce pays est important. Il ne le sait pas, vous ne le savez pas, ou vous voulez l'oublier, ou il s'agit de l'oublier avec beaucoup de livres. J'ai apprécié, je suis très borgésien, quand vous avez dit il faut des livres pour définir qu'est-ce que c'est l'amour ou l'État. Il suffit d'aller en Turquie pour savoir que ça s'appelle Erdogan, c'est en un seul mot. Donc, ce qu'on n'a pas est plus net, enfin, on se perd dans les définitions que ce qu'on a, ce qu'on possède. C'est une règle. On ne peut pas embrasser et définir qu'est-ce que c'est embrasser en même temps.
Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, pour revenir un petit peu, l'enjeu français est un enjeu important. J'ai l'impression, peut-être que je juge avec excès, il y a un hub, il y a un décalage que je vis personnellement entre ce que représente la France et comment elle se représente vis-à-vis d'elle-même. C'est comme pour tous les politiques du Maghreb. Dès qu'il y a un candidat au pouvoir, à l'État, à l'exercice du pouvoir, il a besoin d'une validation, il a besoin du voyage français. Alors qu'en France, on souffre toujours de cette idée que nous n'avons aucun instrument pour peser sur le Maghreb, par exemple. Si, il y a l'instrument des imaginaires. Il y a l'instrument de la pensée magique, de la pensée politique magique, qui fait qu'un candidat dictateur a toujours besoin du voyage français. Alors qu'en France, on n'a pas véritablement conscience de ce capital d'imaginaire dû à une histoire douloureuse de colonisation, mais aussi de proximité et de décolonisation, qui fait que vous êtes un pays important, mais vous l'oubliez trop souvent. Merci de nous le rappeler, Kamel Daoud. On a un peu de temps pour prendre des questions de la salle. Je vous remercierai de bien préciser auquel des deux intervenants vous souhaitez adresser vos questions. Et je crois que les micros circulent dans la salle. Merci. La question s'adresse à M. Daoud. L'ancien ambassadeur de France en Algérie, je crains d'être hors sujet. L'ancien ambassadeur de France en Algérie, au cours de deux missions, déclarait dans cette interview « La France doit instaurer un rapport de force avec l'Algérie ». Qu'en pensez-vous ? Écoutez, chacun a la responsabilité de son analyse. Le domaine franco-algérien est un domaine vaste. C'est un diplomate qui parle d'instaurer un rapport de force. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que la France a besoin de réparer son passé. Pour quelle raison ? Pour qu'elle puisse couper l'herbe sous les pieds des discours décoloniaux permanents, communautaristes, de replis confessionnaux, d'islamisme. La France a besoin, mais je suis un homme convaincu que le discours français algérien devrait s'adresser aux Français d'origine algérienne, plutôt qu'à l'Algérie de l'autre côté. Je pense que bilatéraliser la réconciliation, pour moi maintenant, je pense que c'est une erreur. La réconciliation est un acte solitaire. On le fait vis-à-vis de soi-même. On le fait pour ses propres enfants. On le fait pour faire de ce pays un pays pluriel. Mais hypothéquer toute cette vision réparatrice de la France par une politique de surenchère de l'autre côté, c'est courir vers le désastre. La France a besoin de se réparer et elle n'a pas besoin d'autrui pour valider cette thérapie. Et donc, ce ne s'agit pas d'un rapport de force. Je me méfie des guerres imaginaires. Je me méfie des décolonisations imaginaires parce que j'en souffre et je suis un enfant de ce pays-là qui croit que faire la guerre, c'est faire un pays. Je ne pense pas qu'il s'agisse uniquement d'un rapport de force. Peut-être que si, d'un point de vue politique, parce que toute politique, c'est un rapport de force, d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que la France a besoin de revenir vers elle-même et de voir ce qui va la réparer, de ce qui va la faire avancer, de ce qui peut créer un nouveau consensus et un intérêt général, quelque part, et un bien commun, une histoire commune, plutôt que de chercher de l'autre côté. On voit de toute manière ce que ça donne. Ça ne donne rien, sinon ça donne pire. Donc, un rapport de force, je ne sais pas. Vous savez, en Algérie, je répète souvent cette phrase qui devient un mantra dans ma tête, qui est l'expression à la fois de quelque chose qui est approximative, mais j'ai appris à m'adresser aux foules avec deux ou trois phrases plutôt qu'avec des discours. Ça marche plus. Et en Algérie, je répète souvent aux démocrates algériens, est-ce que vous voulez gagner ou vous voulez avoir raison ? Ce sont deux choses différentes. Donc en France, qu'est-ce qu'on veut ? Gagner dans les imaginaires une guerre ou avoir raison et réparer ce qu'est la France maintenant ? Je ne crois pas au rapport de force. On n'en a pas besoin. Je peux parler là ? Oui, merci. Bonjour messieurs, merci pour vos exposés. Ma question s'adresse à M. Guénaud. Alors le sujet majeur, c'était la démocratie. On a tous le sentiment qu'on vit effectivement un moment un peu difficile dans nos démocraties. Mais, à mon avis, la démocratie est certes un idéal, mais elle est aussi tragique. Elle est aussi tragique parce qu'elle est bourrée de contradictions. Et c'est le propre de la démocratie,
d'essayer de résoudre toutes les contradictions. L'intérêt général ne peut être construit que par quelqu'un qui va arriver à concilier toutes les contradictions. Donc, et ma question s'adresse à M. Guénaud. Je pense que nous sommes en Ve République. Nous sommes donc dans un État qui a été construit il y a plusieurs décennies. Et ce que nous vivons actuellement, tout simplement, c'est le sentiment que j'ai, est-ce qu'on ne revit pas dans la 4e République? C'est-à-dire que finalement, évidemment, l'exécutif, et c'est normal, il est là pour ça, il est pour porter toutes les critiques, mais qu'il y a aussi un intermédiaire entre nous, citoyens, et l'exécutif, il y a les partis politiques. On n'en a pas beaucoup parlé, et je pense qu'ils ont une responsabilité majeure dans ce qui se passe actuellement dans les démocraties, parce qu'ils sont censés représenter toute la diversité que nous sommes. Vous avez ici un aéropage de gens qui ont au moins un point commun, ce sont tous des retraités. On vient de sortir, et c'est aussi un peu l'objet de ma question, est-ce qu'on peut, dans l'intérêt général, construire un collectif à partir d'une somme d'individualité? Je suis sûr que monsieur ou madame n'aura pas les mêmes intérêts que moi dans la construction de ma retraite. Donc nous ne sommes que des individualités, et c'est le propre de la démocratie, et tant mieux. Je crois qu'il faut avoir conscience qu'elle est tragique, qu'elle est bourrée de contradictions, et que finalement l'intérêt général, que l'on confie, on délègue un pouvoir à des exécutants, passe par un intermédiaire qui sont les partis politiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Et notamment, est-ce qu'on serait parvenu, par une ironie de l'histoire, à la 4e République? Alors, d'abord, la politique n'est pas faite et ne peut pas concilier toutes les contradictions. Elle peut les dépasser. Mais nous vivons tous avec nos propres contradictions. Et deux personnes qui ont voté la même chose l'ont fait souvent pour des raisons radicalement différentes. Donc on est en contradiction avec son voisin, même s'il a voté la même chose que vous. Et nous sommes parfois en contradiction avec nous-mêmes. Bon, la politique, je crois que c'est Solzhenitsyn qui disait que la politique ne pouvait pas résoudre le problème humain. Ça, c'est une partie du problème humain et la politique ne peut pas le résoudre. Tout ce qu'elle peut faire, c'est essayer de transcender ces différences, ces contradictions, en essayant le mieux possible ou le moins mal possible de nous permettre de vivre ensemble dans quelque chose qui ressemble à une société et où nous ne passerons pas notre temps à nous entretuer ou à nous taper sur la figure. Faut pas donner à la politique non plus un rôle un objectif qu'elle ne peut pas atteindre. La Ve République, elle a été faite pour dépasser la politique politicienne, la politique partisane et le rôle des partis qui est indispensable à la démocratie, mais qui ne peut pas conduire seul à la transcendance des différences et à l'expression d'un intérêt général partagé ou au moins consenti, parce que ce qui compte, au fond, c'est le consentement, ce n'est pas le consensus dans une démocratie, c'est le consentement. Je ne suis pas d'accord, mais je consens quand même, parce qu'il y a quelque chose de... Je pense qu'il y a quelque chose quand même au-dessus de mes intérêts, de mes intérêts individuels, qui fait que j'accepte la loi de la majorité, j'accepte des lois avec lesquelles je ne suis pas tout à fait d'accord, j'accepte de payer des impôts avec lesquels je ne suis pas d'accord. Alors tout ça est vrai, je reviens à l'idée de limite, jusqu'à un certain point. Quand vous dépassez ce point, eh bien, on va reparler de Camus, moi je trouve qu'on devrait faire lire, obligatoirement faire lire à tout apprenti député, sénateur, ministre, etc., L'homme révolté de Camus. L'homme révolté est un homme qui dit non, qu'y a-t-il dans ce non? Vous avez dépassé une limite. Et ça, c'est l'alchimie mystérieuse ou miraculeuse de l'homme d'État par rapport aux politiciens.
Alors tout le monde il ne peut pas y avoir des hommes d'État partout, hein, mais la démocratie, elle se porte bien, et la République encore mieux, quand il y a au moins quelques consciences d'hommes d'État dans la politique. Et que, de façon mystérieuse, nous avons décidé dans l'ensemble de faire confiance, même si nous protestons, même si nous manifestons des désaccords, même si nous grognons, ont décidé de faire confiance. Et la solution, évidemment, pour l'homme d'État n'est pas dans le gouvernement par la force, tant qu'on est dans le cadre de la démocratie ou de notre République, c'est pas d'imposer par la force, même par la force des institutions à n'importe quel prix, ces idées au peuple. On ne gouverne pas contre le peuple, ni dans une monarchie, ni dans une république, ni dans une démocratie. C'est totalement illusoire. Bon, donc, l'exemple est celui du général de Gaulle. Que fait de Gaulle, au fond, avec la Ve République? Il rétablit ce que certains juristes ont appelé une monarchie républicaine à dessein. Alors, ce n'est pas une monarchie héréditaire, c'est effectivement une monarchie républicaine, élective, bon, dans lequel le problème des successions ne se pose pas. On n'acquiert pas le pouvoir par la force. Mais il y a il y a une fonction qui est exercée par quelqu'un qui est élu par tous les Français, qui doit être capable de passer par-dessus ses propres préjugés, et même par-dessus le parti ou la famille politique dont il est issu, pour faire prévaloir ce qui est sa première mission, c'est conserver, garantir l'unité de la nation et son indépendance. C'est son rôle premier. Après, faire gagner ses idées, faire gagner son parti, tout ça est tout à fait légitime et humain, mais ça n'est pas premier dans cette fonction. Au fond, la plupart des présidents de la Ve République avaient au moins compris cela. Bon. Le général de Gaulle, quand il a un projet qui est un peu bouleversant, il va devant le peuple. Il dit, voilà, c'est à vous de trancher. Alors lui, il était assez radical, si vous tranchez contre moi, je m'en vais. Et de Gaulle, en 1946, il s'en va. Il n'est pas d'accord avec la constitution de la 4e, il dit, bon, moi je ne suis pas d'accord, je m'en vais. Bon, il pense qu'il va être rappelé très vite, ça prend jusqu'en 58, et il fera ça en 62, il fera ça en 69, en 69 on lui dit non, il s'en va. Je ne gouverne pas contre le peuple. Quand bien même ce résultat serait acquis, la victoire du non avec une faible majorité. Je m'en vais. Et au fond, il n'y a pas d'autre moyen. Alors chacun le fera à sa façon. Mitterrand le fera avec l'école libre. Il va désavouer son gouvernement parce qu'il pense qu'au fond, le projet de l'école libre va réouvrir une guerre scolaire et une fracture dont il sait historiquement ce qu'elles peuvent vouloir dire. Chirac le fera avec le CPE, il le fera avec le plan Juppé à la fin de l'année 95. Bon, il dira à Juppé, il faut qu'une partie de ce plan soit mise au tiroir parce que ça ne peut plus durer. Et le CPE, ça va être pire puisqu'il va venir à la télé en disant, vous savez, la loi a été votée par le Parlement, je vais donc la promulguer puisque la Constitution m'y oblige, mais elle ne sera pas appliquée. C'est une pirouette institutionnelle, mais voilà, la Ve République, elle a créé cette possibilité-là, c'est-à-dire d'un arbitre suprême dont le rôle est avant tout de conserver l'unité du pays et son indépendance. Chirac le fera de façon gaullienne aussi sur l'Irak. Hein. Nul sans doute ne s'imagine les pressions qu'a pu subir le président Chirac quand il a dit non, la France ne participera pas à la guerre en Irak. Ça a été terrible. C'est terrible. Évidemment, le viticulteur qui vend sa production aux États-Unis, il était très angoissé parce que les Américains ont menacé de toutes sortes de représailles commerciales, économiques, politiques. Et la pression d'une partie du corps social, économique, ça a été très forte. Il s'est fait insulter, traîner dans la boue. Bon, la Ve République permet cela à une condition,
c'est de faire comme le général de Gaulle, c'est-à-dire de se mettre une limite, de dire, bah, je peux faire ça, mais jusqu'à un certain point, et au-delà de ce point, c'est-à-dire au-delà du consentement d'un nombre suffisant de Français, je préfère ne pas exercer mes fonctions ou retirer mon projet. Ça, c'est la Ve République. Oui, c'est une monarchie républicaine, et vous y réfléchirez. Oui, la France est un vieux pays monarchique. L'Angleterre est un vieux pays aristocratique. La France est un vieux pays monarchique. Ça a d'ailleurs un rapport avec le principe d'égalité, parce que la monarchie, au fond, toute puissante de l'Ancien Régime, c'est le régime qui mettait à égalité le grand seigneur et le plus humble des Français. Et donc, ce surmoi monarchique français dont on n'arrive pas à se débarrasser, dont on a du mal à trouver une figure républicaine, démocratique, depuis 200 ans qui soit stable, il est inscrit dans l'imaginaire politique des Français, même dans l'imaginaire de ceux qui récusent totalement toute dimension monarchique. Et je précise, mais précisément la monarchie, c'est le monarque qui dissout son moi dans sa fonction et non pas celui qui dissout sa fonction dans son moi. Voilà. Mais oui, mais vous voyez, ça se passe dans la tête de celui qui gouverne. D'abord, on a la politique qu'on mérite, et deuxièmement, si vous avez, si le chef de l'État n'a pas une conscience aiguë de ce qu'est son rôle et ne se met pas de limite, bien, ça ne marche pas. Voilà, Mais le pire, c'est de revenir à la 4e. Et en fait, c'est ce vers quoi tendent beaucoup de forces politiques aujourd'hui. C'est pas assez démocratique, alors il faut, le Parlement n'est pas assez représentatif, il faut de la proportionnelle, quand on ne veut pas tout simplement démanteler la France en faisant une juxtaposition de statuts du type de la Polynésie. Mais on a oublié les leçons de l'histoire. On a oublié comment ça fonctionnait, où ça nous a menés. Alors les institutions, encore une fois, ce n'est pas un miracle, il n'y a pas de miracle des institutions. Les institutions, elles permettent d'être bien gouvernées, mais si celui qui gouverne ne gouverne pas bien, il ne gouverne pas bien, même avec de bonnes institutions. Et n'allons pas encore compliquer le problème en revenant à ce qui a déjà totalement échoué. Et vous avez raison, c'est ce qui est en train de se passer. Si je peux me permettre une remarque indélicate, c'est que quand vous utilisez, quand le pouvoir exécutif, auquel la Constitution donne beaucoup de leviers, pour pouvoir gouverner malgré tout, quand il ne se met pas de limite et qu'il utilise la Constitution n'importe comment, c'est-à-dire quand on fait le 47.1, vous savez, ce texte qui permet d'enfermer dans des délais très précis et très courts le vote d'un texte financier qui avait été fait pour éviter ce qu'on faisait sous la 4e République, les 12e provisoires, parce que vous arriviez à la fin de l'année, et la loi de finances n'était pas votée, et donc il fallait voter absolument des recettes, au moins pour un mois, pour pouvoir faire face aux dépenses de l'État. On a mis dans la Constitution ce 47.1. Personne ne s'en est jamais servi pour faire passer une grande réforme, celle des retraites ou autre chose. Voilà. Mais quand on s'en sert, on abîme les institutions, c'est-à-dire que, évidemment, tous les antigaullistes viscéraux, les adversaires de la Ve République, tout ce qui ne supporte pas ces institutions et la place de l'exécutif dans ces institutions, parce qu'ils n'aiment pas l'État non plus, tout cela se précipite pour dire, regardez, c'est la faute des institutions. Et donc, si c'est la faute des institutions, il faut les changer. On va faire la 6e République. Très bien, elle va ressembler à quoi? Elle va ressembler sans doute à la 4e Empire. Voilà. De ce point de vue, vous avez parfaitement raison. Merci Henri Guénaud. Il nous reste peut-être le temps pour une toute dernière question. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Rebecca Revel et je suis étudiante à l'HEIP. Ma question s'adresse à vous, Kamel Daoud, plus particulièrement. Après la guerre d'Algérie, la France a tenté de s'excuser de nombreuses fois. Je ne vais pas ici évoquer la sincérité, on n'en sait rien bien évidemment, mais on a un peu l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une crise, l'Algérie ressort toujours cet argument de la colonisation, etc. Et en fait, selon vous, je fais peut-être un raccourci en évoquant ça, mais selon vous, comment sortir de ce cercle? Comment faire? Est-ce qu'il y a un effort plus à faire du côté français ou du côté algérien? Comment est-ce qu'on fait pour que, passez-moi l'expression, mais le serpent arrête de se mordre la queue? Comment est-ce qu'on améliore ces relations et qu'on se tourne vers le futur?
Écoutez, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. C'est encore une fois la réconciliation. Pour moi, à mon humble avis, c'est un acte solitaire. Il faut le faire pour soi-même. Ce sont deux temps différents. Et encore une fois, je reviens à un mot que j'utilise souvent, c'est l'anachronisme. En Algérie, c'est un pays qui, les élites dominantes, politiques dominantes, veulent maintenir cette guerre imaginaire. Ils ont installé ce que moi aussi j'appelle une rente mémorielle. Donc leur besoin est que le conflit se perpétue tout le temps. Parce que sinon, on est obligé de revenir au présent, à ce qu'il faut faire, à ce qu'il faut construire, à ce qu'il faut endosser, aussi comme bilan depuis 50 ans ou 60 ans. Et de l'autre côté, en France, nous avons un pays qui essaye justement de sortir de ce passé-là de la manière la plus honorable ou la plus politiquement la moins coûteuse. Et donc, il s'agit de deux temps différents. C'est un pays de l'amnésie, plus ou moins en France, face à un pays de l'hypermnésie en Algérie. Ça ne concorde pas. Ça ne peut pas concorder. D'ailleurs, ça s'aggrave avec les mandatures présidentielles actuelles. Vous êtes un vieux pays avec un président jeune. Nous sommes un jeune pays avec un président âgé. Comment voulez-vous coller et emboîter les deux logiques? Donc, ce sont deux choses différentes. Est-ce qu'il s'agit d'une politique de geste pour pouvoir construire quelque chose? Je pense qu'il ne faut pas être trop sévère avec ce qui se fait maintenant. L'impact, à mon humble avis, encore une fois, n'est pas politiquement, n'est pas immédiat. C'est quelque chose qui se construit. J'ai posé la question au président de la République ici, quand j'ai eu l'occasion d'organiser un entretien avec lui sur cette politique de réconciliation avec l'Algérie en parlant du temps. Le temps ne joue pas en faveur d'une politique pour construire un moment enfin de la stabilité, de la réconciliation. Et j'ai dit au président, mais vous allez faire comment? Comment concilier l'exigence de la temporalité pour faire le deuil de quelque chose avec le système de la double mandature en France? Et j'ai trouvé sa réponse très intelligente, franchement, sans flagornerie. Parce qu'il m'a dit, effectivement, nous avons besoin du temps de la monarchie en France pour pouvoir installer certaines choses. Mais avec les mandatures, créons de l'irréversible. C'est très beau, je ne sais pas si c'est faisable politiquement, mais il faut peut-être aller vers ça, installer des choses qui puissent fonctionner. Donc vis-à-vis de l'Algérie, il s'agit d'une synchronisation qui est impossible. Un pays veut perpétuer le passé, un autre pays veut s'en débarrasser ou s'en sortir. Comment? Au début, vous savez, en Algérie, nous avions une phrase très dure. On disait la solution, elle est biologique. C'est-à-dire, nous allons attendre que tous les vétérans ou les prétendus vétérans meurent pour passer au présent. Et je vois que ce n'est pas vrai. Je vois que ce qui est refoulé revient. Je vois que Nietzsche disait cette très belle phrase, le secret du père, le fils le révèle. Et on est dans quelque chose qui se perpétue. Alors, est-ce qu'il s'agit d'être pessimiste? Oui, c'est une marque d'intellectualité. Est-ce qu'il s'agit d'être optimiste? Oui, ça veut dire qu'on va au-delà de sa propre vie. Donc, entre la guerre, entre l'Algérie et la guerre imaginaire et la France et celle de la réconciliation, ça ne fonctionne pas pour le moment, mais il faut le faire. Il faut continuer. Pourquoi? Quel est l'intérêt immédiat de la France? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour son intérêt autochtone, propre, immédiat, ici. Parce que, pour le moment, ce qui fragmente aussi la France, ce sont les communautarismes, les identitarismes, la pureté de l'histoire, l'amnésie. Et donc, il s'agit de réparer la France avant de penser à autre chose. Et je répète aussi cette phrase, quand on me pose quelle est la nature du rapport entre l'Algérie et la France, pour moi, c'est de l'ordre de la psychanalyse. Un Algérien debout vous parlera de la France. Et dès que vous couchez un Français, il vous parlera de l'Algérie. C'est un rapport avec l'inconscient, avec tout ce qui a été oublié, balayé, tout ce qu'on veut ignorer, alors que c'est matriciel. Pour revenir un petit peu à la cartographie française politique, l'Algérie, elle est quand même au centre matriciel des naissances des grandes familles politiques, gauche, droite, extrême droite, en France. Donc il s'agit de résoudre cette question-là, mais avec l'idée que cette question est franco-française, et ne pas se défausser sur l'autre, ou attendre que l'autre vienne vous guérir ou vous pardonner, vous demander des excuses. Moi, je n'y crois absolument pas. Et ça ne sert absolument à rien. Et c'est une surenchère qui est au présent. Mes grands-parents ne demandaient pas des excuses, mon père. Par contre, les nouveaux, oui. Parce que voulez-vous? Si un jour la France part, on va s'ennuyer. Merci.
Merci Kamel Daoud. Merci à tous les deux. Ce que je retiens de cet échange, c'est qu'on est parti de cette impossibilité que vous avez posée, Henri Guénaud, de réconcilier tous les intérêts particuliers ensemble. Et vous avez chacun à votre manière évoqué deux façons de proposer un intérêt général. La première, c'est d'embrasser avec cette conscience nationale qui dépasse justement la somme des intérêts individuels, d'embrasser de façon presque monarchique l'intérêt général. Et Kamel Daoud, vous avez insisté sur l'importance de réconcilier aussi la communauté nationale pour rendre possible cette recherche de l'intérêt général. Merci beaucoup pour cet échange.